Merci Yann. Avant toute chose, je tiens à préciser, j'espère que ça se voit sur mon visage, je suis extrêmement content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un peu inespéré, mais c'est un réel plaisir. Ensuite, je tiens à remercier NASAP pour tous ses efforts, pour le magnifique congrès qu'elle nous offre, pour son invitation à présenter cette conférence, l'étude de l'excitabilité axonale périphérique, comment et pourquoi. Et puis, au passage, je voudrais remercier notre président, Thierry et Jean-Philippe, pour leur bienveillance légendaire. Alors, je pousse sur quoi? Emmanuel, si tu m'entends. Alors en fait, je dois vous faire une confidence, je ne suis pas du tout le spécialiste de l'excitabilité nerveuse périphérique, même si je m'y intéresse depuis quelques années. Et donc pour cette conférence, je me suis quand même fort inspiré des travaux de gens beaucoup plus compétents que moi, dont Bostock et ses co-auteurs, Delphine Bohério et Jean-Pascal Lefaucheur, qui en connaissent un rayon sur l'excitabilité nerveuse. Et puis je me suis rappelé qu'il y a une dizaine d'années, exactement en 2012, Jean Pouget et Charam avaient invité S.L. Franzen d'Utrecht pour un sujet fort similaire. Mais je dois de nouveau vous confesser qu'à l'époque, malgré l'excellence de cet exposé, l'illustration extraordinaire, il y avait beaucoup de choses qui me sont passées bien au-delà de ma tête. Et donc je me suis dit, bon voilà, avec l'état de mes connaissances, elles sont ce qu'elles sont, je ne peux pas vous proposer un exposé sur le même modèle. Donc je vais me contenter, d'une certaine façon, entre guillemets, de vous parler finalement des aspects plus pratiques et essayer de voir ensemble si avec les outils qu'on utilise au quotidien, notre appareil d'électroneuromyographie et sans logiciel très particulier, est-ce que l'on peut avoir des éléments qui nous donnent des renseignements sur l'excitabilité nerveuse périphérique? Alors d'emblée, une dia qui est probablement un petit peu rébarbative parce que un petit peu trop chargée, mais qui est destinée simplement à nous rappeler les acteurs de l'excitabilité nerveuse périphérique. On se rappellera qu'il y a des composantes passives, les membranes axonales, la myéline, des composantes actives, les canaux ioniques bien entendu, qu'il existe différents types de courants. Il y a des courants ioniques, là, oui, où les ions passent à travers les canaux, mais il y a aussi des courants capacitifs, il y a des courants de fuite, qui sont notamment illustrés, je ne sais pas si j'ai une souris à ma disposition, mais qui sont illustrés par les bandes blanches que vous voyez au niveau de la myéline de l'illustration. Ensuite, sur le plan anatomique, il faut maintenant bien se rappeler qu'il existe bien sûr les nœuds de Ranvier, qu'il existe les paranœuds, là où s'attache la gaine de myéline, qu'il y a le juxtaparanœud, où on va trouver notamment des canaux potassiques rapides, et puis l'internœud proprement dit. Sur le plan anatomique, il est important de prendre conscience que le nœud, c'est une toute petite partie en surface de l'ensemble nœud interneux, puisque le nœud ne correspond finalement qu'à 0,1% de la surface totale. Et donc c'est un élément très important qui intervient dans la conduction nerveuse saltatoire. Quelques mots sur les canaux. Donc vous savez qu'au niveau des nœuds, on a des canaux sodiques essentiellement, enfin on a beaucoup de canaux sodiques, et notamment des canaux sodiques transitoires, ils représentent 98% des canaux sodiques nodaux. Et bien sûr, quand sur un schéma, on représente un canal sodique transitoire, en fait, c'est 1000 à 2000 canaux sodiques par micromètre carré, donc ça fait un fameux paquet de canaux. Je pense qu'un élément que tout le monde garde en mémoire par ses études, c'est que les canaux sodiques transitoires peuvent être dans 3 états. Au repos, ils sont fermés, activables ou non inactivés. Et puis lorsqu'il y a une dépolarisation, ils s'ouvrent et vont générer le potentiel d'action pour autant qu'on atteigne le seuil de déclenchement du potentiel d'action. Je rappelle que quand je dis dépolarisation, ça veut dire que le potentiel membranaire devient moins négatif. Et puis il s'inactive après à peu près 1 milliseconde et on rentre dans la période réfractaire. Et puis ils vont redevenir fermés non inactivés par la repolarisation ou l'hyperpolarisation.
À côté des canaux sodiques transitoires, il y a des canaux sodiques permanents, 2%, donc des canaux sodiques nodaux, qui pour la plupart sont ouverts au repos dans des conditions basales, et donc qui vont favoriser des courants sodiques entrants, donc un certain degré de dépolarisation, et donc ils vont participer à une augmentation de l'excitabilité du nœud de Ranvier. Et maintenant, on sait que ces canaux sodiques permanents ont un rôle très important, sont très étroitement liés à ce qu'on appelle l'acronaxie. On va en reparler plus tard. Alors, à côté de ces canaux sodiques, on a aussi des canaux potassiques, notamment les canaux potassiques rapides qui sont au niveau du juxtaparanœud, et puis des canaux sodiques plus lents qui sont au niveau du nœud et de l'internœud. Et ce sont des canaux qui vont également s'ouvrir lors de la dépolarisation et qui vont participer à la repolarisation. Donc finalement, tous ces canaux potassiques empêchent une dépolarisation excessive. Et enfin, au niveau de l'internœud, il y a également des courants IH à travers des canaux HCN qui, eux, ne s'ouvrent pas lors de la dépolarisation, mais lors de l'hyperpolarisation, lorsque le potentiel membranaire devient plus négatif. Et ils vont entraîner des courants rectificateurs entrants de sodium et de potassium, et ces canaux-là vont empêcher une hyperpolarisation excessive. Alors ici, tout de suite, une dia un petit peu plus légère, plus aérée. Voilà, ça fait du bien. Et comme on fête le 400e anniversaire de Molière, je me suis demandé si, comme M. Jourdain qui faisait de la poésie sans le savoir, est-ce qu'on ne ferait pas de l'excitabilité nerveuse sans le savoir? Et finalement, la réponse est oui. Nous savons tous que quand on augmente l'intensité de la stimulation nerveuse, eh bien, le PAGM maximal, il ne survient pas d'une façon tout ou rien. D'abord, on va exciter les axones les plus excitables, et puis enfin, donc pour arriver au PAGM maximal, on va activer les axones les moins excitables. On sait aussi que quand on augmente la durée de la stimulation nerveuse, eh bien, le potentiel d'action, le PAGM maximal est atteint beaucoup plus vite. Donc on sait que la durée est un élément important. Et enfin, on a fait tous l'expérience que quand on examine un patient avec une neuropathie démyélinisante, il faut augmenter la quantité de courant pour obtenir un PAGM maximal. Alors cette diapositive-ci est destinée à vous expliquer ce qu'on entend par normalisation, parce que c'est un terme que je vais utiliser dans les diapositives suivantes. Donc en haut à gauche, vous avez les deux courbes que je vous ai déjà présentées. Quand on va vers la droite, vous voyez qu'on peut normaliser par rapport à l'intensité. Alors normaliser par rapport à l'intensité, c'est par exemple diviser toutes les valeurs d'intensité par ce qu'on appelle l'I50, c'est-à-dire l'intensité qu'il faut pour obtenir un PAGM de 50% du maximum. Et vous voyez que quand on procède de la sorte, eh bien les deux courbes vont se superposer parfaitement. Toujours plus à droite et en ordonnée, on peut également normaliser par rapport à l'amplitude des réponses. Il s'agit simplement de diviser toutes les réponses par exemple, la valeur de la réponse du PAGM maximal multiplié par 100, si on veut exprimer ça en pourcent. Alors en bas, j'ai essayé de vous montrer quel était l'intérêt de normaliser les courbes. Imaginons qu'on a deux patients avec deux types de courbes dont on ne sait pas dire grand-chose. Et vous voyez qu'à l'extrême droite, quand on normalise, eh bien, on voit très clairement que la pente d'installation du patient 2 est plus lente que celle du patient 1 et que, par exemple, l'I50 du patient 2 est inférieur à l'I50 du patient 1. Tout ça pour vous introduire donc cette première technique qui concerne à établir des courbes stimulus-réponse. Donc, vous voyez un exemple de la littérature ici, où on a réalisé ces courbes stimulus-réponse chez des patients ayant une PRNC et des sujets contrôle. Et vous voyez que chez les patients avec une PRNC, eh bien, les courbes sont déplacées vers la droite, la pente est plus douce que chez les sujets contrôle. La normalisation en bas, donc A2, vous montre que les différences entre sujet contrôle et PRNC est beaucoup plus marquée pour les intensités les plus élevées. Alors à droite, c'est une petite diapositive qui fait référence à une publication que nous avions réalisée suite à un travail collaboratif multicentrique avec l'Institut Mondor de Paris, Lausanne, Liège et Marseille, où on avait essayé de savoir si nos techniques pour réaliser ces courbes stimulus-réponse étaient reproductibles.
et si on pouvait tirer d'autres enseignements de cette étude multicentrique, mais dans laquelle je ne tiens pas à rentrer dans le détail. Et donc, une des premières diapositives de résumé, donc la première technique que l'on peut réaliser chez soi sans problème, en tout cas à son cabinet, ce sont ces courbes stimulus-réponse, parce qu'il faut juste évoquer un PAGM supramaximal avec son appareil d'électroneurommyographie. Il faut tester à peu près une dizaine de points, il faut tester I10 jusqu'à l'I90, sachant que l'I10, c'est l'intensité qu'il faut pour évoquer une réponse motrice de 10% de la réponse maximale, et que l'I90, c'est bien sûr 90% du PAGM maximal. Et tout de suite, avec une petite calculette, une feuille Excel, on peut représenter ces résultats-là, s'intéresser à la pente de la courbe, voir au déplacement vers la droite de cette courbe dans certaines pathologies. On peut étudier certains rapports un petit peu plus pertinents, comme par exemple l'I90 moins l'I10 divisé par l'I10. Très facile. Nous, récemment, on s'est intéressé à une procédure qui s'appelle l'IMAX, qui est en fait dérivée des courbes stimulus-réponse, et qui est de nouveau, enfin pas de nouveau, mais qui est une simplification de ces courbes stimulus-réponse, puisqu'en fait on s'intéresse à deux points particuliers de la courbe stimulus-réponse, à savoir l'I100, donc l'intensité qui est nécessaire pour obtenir une réponse motrice supramaximale, et le seuil minimal, qui est l'intensité nécessaire pour obtenir une réponse d'au moins 100 microvolts. Tout ça avec des durées de stimulation d'une milliseconde, et donc vous voyez sur le tracé issu de notre électroneuromyogramme, à quoi ça peut correspondre. Donc en haut, le seuil minimal qu'on a établi à 2,6 mA, puis on va augmenter de façon incrémentale par incrément de 1 mA pour obtenir la réponse motrice supramaximale. Bien sûr, on va augmenter cette intensité de 50% pour être sûr qu'on est bien au maximum. Et donc finalement, ce que l'on va retenir ici pour l'IUP, c'est 6 mA. Et puis par des ajustements un petit peu plus subtils de 0,1 mA, on va vraiment essayer de déterminer quelle est l'intensité strictement minimale pour évoquer la réponse motrice supramaximale. Dans ce cas-ci, ce sera 5,8 mA. On a confronté cette technique avec de nouveau une étude multicentrique avec la participation des centres de Marseille, de Nice et de Fréthur en Belgique. Nous avons appliqué cette technique à 3 sites de stimulation, le nerf médian au niveau du poignet, le nerf ulnaire au niveau du coude, le nerf fibulaire au niveau du genou. Et donc nous avons d'abord voulu savoir si nos résultats étaient relativement similaires, et ils le sont. Nous avons également interrogé différents groupes, notamment des neuropathies axonales, des PRNC, des syndromes de Guillain-Barré, des patients avec un Charcot-Marie-Tooth de type 1A. Et vous voyez que la technique est tout à fait sensible pour mettre en évidence des différences statistiquement significatives, notamment dans les groupes PRNC et CMT1A par rapport au groupe contrôle. Ici, c'est l'exemple du nerf médian avec le seuil minimal et l'IMAX. Et puis, peut-être plus intéressant, on s'est intéressé également au pourcentage d'anomalies dans les différents groupes. Finalement, on a 9 valeurs qui sont susceptibles d'être altérées, puisqu'on a 3 paramètres, le seuil minimal, l'IUP, l'IMAX, 3 sites de stimulation, le poignet, le coude, le genou. Et on s'aperçoit que dans le groupe CMT1A, tous les patients ont 100% d'anomalies, ce qui ne se vérifie pas dans les autres groupes, et ce qui nous donne peut-être un espoir avec l'IMAX ou une autre technique qui serait dérivée de celle-ci, c'est de pouvoir ajouter un paramètre qui permettrait de faire la distinction entre des maladies déménisantes héréditaires et des maladies dysimmunitaires où les troubles de l'excitabilité seraient moins diffus. Alors j'en reviens aux courbes stimulus-réponse, que personnellement, moi j'aurais plutôt appelé des courbes réponse-intensité, mais ça c'est un détail. Donc aux courbes que je vous ai présentées initialement, et imaginons qu'on se fixe à un seuil d'amplitude de 3 millivolts. J'aurais pu prendre 2 millivolts, 5 millivolts, 6 millivolts, mais il faut bien choisir. Donc j'ai choisi un seuil d'amplitude de 3 millivolts. Et avec mes courbes, si je dois répondre à la question, avec une durée de stimulation de 1 milliseconde, quelle est l'intensité que je dois délivrer pour obtenir une réponse de 3 millivolts? C'est simple, je peux dire, c'est 6,5 mA. Si je modifie ma durée de stimulation, eh bien c'est 12 mA, c'est assez facile.
Maintenant, si je me pose la question de savoir, et si j'utilisais une durée de stimulation infinie, quelle serait l'intensité pour obtenir une réponse de 3 millivolts? Et ça, c'est la définition de la rhéobase. Là, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Mais si je me pose la question de savoir, et si je double la rhéobase, quelle adaptation de la durée de stimulation est-ce que je devrais opérer pour obtenir ma réponse de 3 millivolts? Je ne peux pas vous répondre tout de suite non plus. Donc, il faut passer de cette courbe stimulus-réponse à la courbe intensité-durée, que tout le monde connaît, parce que ça, c'est par là qu'a commencé l'électrophysiologie au début du XXe siècle. Maintenant, cette courbe intensité-durée, elle n'est pas extrêmement facile à manier en pratique quotidienne, dans un laboratoire d'électrophysiologie, mais on peut la transformer, on peut la rendre linéaire. Ça, je vous demande simplement de me faire confiance. Ce n'est pas l'objet de cette conférence que d'expliquer tout cela. Et on peut rendre cette courbe linéaire si on respecte la loi de Weiss qui dit que Q, la quantité de courant, c'est-à-dire l'intensité de stimulation multipliée par la durée de stimulation, est égale à la rhéobase multipliée par la somme de la durée de la stimulation plus une constante tau. Et on verra par la suite que cette constante tau, eh bien, c'est justement la chronaxie. Et la loi de Weiss, finalement, c'est l'équation d'une droite. C'est l'équation de y égale bx plus a, dont l'angle est égal à la rhéobase, et l'endroit où cette droite croise l'axe des abscisses correspond à la chronaxie. Je ne rentrerai pas par plus de détails, mais sachez que simplement cette droite permet, de façon très facile avec de nouveau une feuille Excel, de connaître la rhéobase et la chronaxie du nerf que vous étudiez. Donc, de nouveau, la synthèse, donc cette courbe intensité-durée, comment y arriver? Il faut fixer le seuil d'amplitude que l'on souhaite. Ici, c'était 3 millivolts. Tester 4 durées de stimulation pour déterminer l'intensité nécessaire pour atteindre le seuil, donc ces fameux 3 millivolts. Et puis, avec la feuille Excel, on peut faire très bien un petit graphique qui correspond à celui-ci, et obtenir l'équation y égale 1,6676 plus 0,4419. On sait que 1,6676 c'est la rhéobase, et on sait que si je divise 0,4419 par 1,6676, j'obtiens la chronaxie. Très facile. Et très intéressant, parce que la chronaxie, en fait, elle est étroitement liée, comme je vous l'ai déjà dit, au canot sodique permanent au niveau du nœud de Ranvier. Et un papier très intéressant de Boériot et de Jean-Pascal Lefaucheur, notamment en 2010, a démontré que l'action rapide des immunoglobulines intraveineuses se faisait justement par l'intermédiaire de ce canal sodique permanent, nodal, et que, en fait, les immunoglobulines intraveineuses réduisent les courants sodiques permanents. Alors j'en arrive à la troisième technique que je voulais aborder avec vous. Il s'agit de la technique du cycle de récupération d'excitabilité nerveuse. Alors on peut imaginer ici un axone moteur, je n'ai pas représenté la myéline, mais vous savez que quand je stimule cet axone moteur, eh bien l'axone moteur est dans différents états. C'est embêtant que je n'ai pas ma flèche. Ah si, voilà une flèche. Et donc, le premier état, c'est la période réfractaire absolue, puis la période réfractaire relative, une phase supernormale, et puis une phase sous-normale tardive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je stimule très fort dans la phase réfractaire absolue, je n'aurai pas de réponse qui sera générée. Dans la phase réfractaire relative, il me faudra un stimulus plus intense qu'au départ pour obtenir une réponse. Si je stimule dans la phase supernormale, il me faut un stimulus moins intense pour obtenir une réponse. Dans la phase sous-normale tardive, il me faut un stimulus plus intense pour obtenir une réponse. Et puis bien sûr, au bout du compte, on va utiliser la même intensité. Et tout ça, ça se joue sur une centaine, voire 200 millisecondes. Donc, pour faire la technique des doubles chocs, il faut d'abord délivrer un choc supramaximal, qui est le stimulus conditionnant, puis un second choc sous-maximal, qui est le stimulus test. Et là, de deux choses l'une, ou bien l'intensité est gardée fixe, par exemple, correspond à l'I40 en conditions basales. Et ce qu'on va évaluer, ce sont des modifications d'amplitude de la réponse motrice évoquée par le second choc.
Par exemple, si on est dans la période supernormale, on aura une réponse qui sera plus grande qu'au départ. Si on est dans la période sous-normale ou réfractaire, on aura une réponse qui sera plus petite qu'au départ. Ou bien alors l'intensité est variable, et ce qu'on étudie, c'est la variation du seuil d'intensité pour maintenir une réponse motrice d'amplitude stable. C'est-à-dire que dans la période supernormale, il faudra moins de courant, et dans les périodes sous-normales et réfractaires, il faudra mettre plus de courant. On va tester toute une série d'intervalles entre les deux stimuli de 1 à 200 millisecondes. Alors le premier à avoir fait ces travaux-là, ça remonte à 1970, c'est Berkmans, un Belge, et qui a bien démontré sur des axones isolés toutes ces différentes phases, en montrant donc ici la période réfractaire relative, la période supernormale, la période sous-normale tardive. Il a montré qu'à l'ischémie, on avait une dépolarisation et donc que les courbes avaient tendance à remonter, et qu'en post-ischémie, on avait une hyperpolarisation et les courbes donc sont dirigées vers le bas, avec une période réfractaire qui a tendance à diminuer, une période supernormale qui est beaucoup plus grande qu'au départ. Et donc avec notre appareil d'électroneurommyographie, un Keypoint, eh bien, on est arrivé à exactement le même genre de renseignements, et on m'a dit également que c'était possible sur un Viking. Donc, on délivre des doubles chocs, avec évidemment des intensités variables pour les deux chocs, un choc supramaximal et puis un choc qui est situé à ce qu'on appelle l'I40, et on commence par un intervalle de 200 millisecondes, et c'est cette réponse-là qui va nous servir de référence. Et vous voyez que quand on diminue l'intervalle, la deuxième réponse, parce qu'ici vous ne voyez pas la première réponse parce qu'on l'a fait disparaître par soustraction. Donc ici c'est bien la réponse du stimulus test. Vous voyez que l'amplitude diminue progressivement pour être quasiment nulle pour un intervalle de 40. Et puis elle va augmenter progressivement pour être maximale à l'intervalle 10. Et vous voyez que cette réponse-là est bien plus grande qu'au départ. Et puis, une fois qu'on arrive au-delà de 4 millisecondes, on va de nouveau rentrer dans une période réfractaire avec une réduction de l'amplitude, voire une absence de réponse en cas de réponse réfractaire absolue. Et quand je vous présente ici les médianes obtenues chez 18 sujets contrôle, vous voyez ici qu'est représentée donc la période réfractaire absolue, la période réfractaire relative, la période supernormale, et la période sous-normale tardive. En fait, on a normalisé toutes les réponses par rapport à l'intervalle 200. Donc l'intervalle 200, c'est 100%. Et puis là, on a donc évidemment l'évolution pourcentuelle en fonction de la phase dans laquelle on se trouve. Alors on peut également réaliser des manœuvres d'ischémie et de post-ischémie. Donc vous voyez qu'à l'ischémie, la période réfractaire augmente, que la période supernormale disparaît. Par contre, en post-ischémie, la période réfractaire est réduite, la période supernormale est augmentée par rapport aux conditions basales en bleu. Et en fait, à l'ischémie, on sait que notamment, on a un déficit d'activité des pompes à NAK-ATPase, ce qui va induire donc une accumulation de sodium à l'intérieur de l'axone, ce qui va entraîner une dépolarisation. En post-ischémie, c'est le contraire. Les pompes à NAK-ATPase vont fonctionner extrêmement fort, ce qui va induire donc plutôt un état d'hyperpolarisation. Alors évidemment, le travail ici est préliminaire. On a quand même fait quelques enregistrements chez des patients. Donc vous voyez ici un syndrome de Guillain-Barré post-Covid très démyélénisant. Les courbes en gris, ce sont les P5 et P95 obtenus dans la population normale. Et vous voyez que les anomalies sont très précoces. Et puis qu'on a une normalisation ici à partir du 11e mois. Que l'anomalie principale, c'est une disparition de la phase supernormale. En ischémie, on a exactement la même chose. Et si on compare avec un patient qui a un CMT1A, on voit qu'on a des courbes assez similaires. Donc on interprète ces résultats comme traduisant les propriétés passives du système liées à la démyélinisation. Par contre, ici, on a un patient avec une pathologie dysimmunitaire de type Lewis-Sumner, et vous voyez que les courbes sont totalement différentes. On a une tendance à une réduction de la période réfractaire, on a une période supernormale,
surtout à l'ischémie, puisqu'on a l'impression d'avoir un patient qui est complètement résistant à l'ischémie. Et là, on peut interpréter les résultats comme traduisant l'hyperpolarisation des membranes, puisque l'hyperpolarisation des membranes entraîne une réduction de la période réfractaire et une augmentation de la période supernormale. Alors, évidemment, ici, je fais un exposé qui est un exposé destiné à vous motiver, à vous lancer dans ces études d'excitabilité, puisque finalement, on peut le faire avec nos outils. Et je rêve évidemment de faire une belle étude, de nouveau multicentrique, pour tester tous ces différents protocoles. J'insiste sur le fait qu'il faut avoir une température constante, puisque vous voyez que les résultats sont très dépendants de la température. Mais de notre côté, on a mis au point une petite manchette chauffante avec un thermomètre cutané qui nous permet d'avoir un contrôle parfait de cette température. Donc la dernière diapositive, donc cette troisième technique qui étudie le cycle de récupération de l'excitabilité nerveuse, c'est relativement simple. Avec le key point, il faut certes un programme qui s'appelle le M-increment pour permettre les soustractions de traces dont je vous ai parlé. Il faut pouvoir réaliser des stimulations en bursts complexes pour pouvoir régler indépendamment l'intensité du choc conditionnant et l'intensité du choc test. Mais autrement, c'est facile. On teste des intervalles entre 1 et 200 millisecondes. On peut utiliser donc des manœuvres de sensibilisation, l'ischémie, la post-ischémie, le post-effort. Et puis les renseignements, c'est quoi? La période réfractaire absolue, on sait que ça traduit l'inactivation des canaux sodiques transitoires nodaux, que la période réfractaire relative, c'est la levée d'inactivation des canaux sodiques transitoires nodaux, que la période supernormale précoce, ça traduit l'influence de la membrane internodale sur le nœud, en raison donc de l'after potentiel dépolarisant, lié à la capacité internodale. Et puis la période sous-normale tardive, ça traduit l'ouverture des canaux potassiques lents nodaux, et c'est équivalent à l'after potentiel hyperpolarisant. Voilà, merci pour votre attention.